En notre compagnie, je suis très heureuse de vous accompagner pour ce lundi. Avec nous le lundi, vous avez coutume de retrouver Jawdet Gessouma dans un tout petit moment. Il va nous parler donc de l'actualité culturelle de la semaine et tout ce qui a marqué en tout cas la scène ici en Algérie, avec bien sûr des rendez-vous incontournables. Nous aurons également Samira Hadjamar aussi dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle nous parlera d'un métier très ancien et qui reflète en tout cas le savoir-faire de nos artisans algériens, la dinanderie. Elle va nous parler bien sûr de ce beau métier et surtout de ces différents objets artisanaux qui font la fierté de nos artisans. Nous aurons également à parler aussi donc, de lutte contre la drogue avec bien sûr une association qui travaille depuis plusieurs années sur le terrain. Il s'agit donc de l'association Saout al-Shabab. Le président donc, de cette association sera là pour nous parler de leurs différentes actions sur le terrain avec bien sûr les différentes DSP donc ici à Alger et bien sûr en Algérie. Nous aurons également à parler bien sûr d'une actualité dans le domaine de la recherche qui a eu lieu la semaine dernière, donc mercredi dernier, à savoir le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs et de l'énergétique, le CRTSE. Bien sûr, ils viendront nous parler bien sûr de ces ateliers donc, de formation, tout savoir sur comment utiliser l'énergie solaire et la transformer en énergie électrique. Et puis, bien entendu, on aura deux artistes peintres qui ont l'habitude d'être à chaque occasion concernant bien sûr les dates anniversaires. Ils sont là, ce sont des artistes de rue aussi. Ils peignent bien sûr à travers donc leurs différentes manifestations, des différentes manifestations. Ils étaient là pour le 1er novembre. Ils nous parleront donc de leurs actions et surtout de leur art en général. Nous irons également du côté de Timimoun pour voir l'avancée bien sûr donc du Festival international du court-métrage. Mounia Rarbi est en ce moment à Timimoun. On verra avec elle, bien entendu, ses invités et surtout tout ce qui a été dit concernant le court-métrage. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et sans plus tarder, je vous laisse apprécier ces rythmes venus du Sud. On se retrouve juste après. الشيخ أنت قراري أم سيدي عثمان عن غير حم الشهداء عن غير حضر بيت زايد أنت ربي للغيب العجاب لين ورتيتك المدة زورة لك دايما في الجزائر تبان أمازيغ شاوي وعرفان
يا الغالية 5 وخمس عليك يا بنت. يوصفها حار الفنان بالشعر ولا بالالحان، عرصة بالريشة حيران، تنهى طبيعي بحار العيان. يوصفها حال الفنان بالشعر ولا بالألحان. C'est une très belle chanson, des rythmes bien sûr venus du sud qui vont faire plaisir à Samira. Samira, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Parfait. Bonjour. Jawdet, bonjour. Bonjour. L'équipe de choc de lundi matin. On commence avec vous, toujours. Toujours avec de la bonne humeur, bien entendu. On va te suivre aussi, Jawdet, à travers donc l'actualité culturelle. Elle est riche, hein? Oui, Elle est riche. pleine de Je vous poésie, jure en plus. Oui, voilà. Poésie, esthétique, tout ça. Oui. C'est vraiment difficile c'est une chance aujourd'hui de faire de l'actualité culturelle parce qu'on est en train de limiter et non Oui. pas Tellement il y a des choses à tellement dire. il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on va faire un petit passage vers L'art. le Bastion 23, le Palais des Raïs, qui accueille un monsieur, je dirais un bonhomme dans le sens enfantin, qui s'appelle Jamal Dahar. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi extraordinaire, doué, parce que c'est une sorte de magicien des objets. Je l'ai vu dans des salons du livre, dans des événements comme ça, où il avait plein d'enfants, il faisait des ateliers, des workshops et tout. Et il vous prend n'importe quelle objet chose qu'il trouve, objet, un morceau de bois, du papier, de la feutrine, et il a toujours dans ses sacs des ciseaux, de la colle, du papier, du tissu et tout, et il vous fait des choses merveilleuses. Sensé. Et censé aussi, comme ça, tout de suite. C'est Jamal Dahar, donc il expose actuellement jusqu'au 28 novembre au Palais des Raïs. Et il accueille le public, donc les enfants et tout. Il a fait beaucoup d'installations, il fait des installations, il a des tableaux. Alors vous avez des maisons, vous avez des C'est choses l'art du recyclage. Et donc c'est l'art du C'est recyclage. vraiment qu'il une utilise. tendance chez nous, hein. Ça fait quelques années que ça commence à prendre De toute forme. façon, ça a toujours été un tout petit peu en filigrane, ça a toujours existé, l'art du verre, puisqu'on faisait des roulements là avec La charrette à roulement. La charrette à roulement, roulage, parce que le roulement, Avec les gens ne le savent roulement. pas que c'est des pièces mécaniques, Oui, non pas. roulement automobile. Le roulement automobile, on faisait ça avec des planches, du fer, des voitures avec du fer. Il y a même faisait des gens avec qui faisaient un- des un moissonneuses guide- batteuses un guidon. avec des lames. Voilà, donc les guidons, le volant, le fil de fer, ça a été notre objet principal. Après, on s'est développé un peu quand on était enfant, où on faisait des bouteilles de limonade, on mettait dedans de la cire chaude, ça faisait des bougies, ça nous faisait un peu d'argent de poche. Et ça a été un peu dans la culture. Je veux dire que nos grands-mères aussi nous ont appris le recyclage, C'était important. réutiliser des choses, l'époque, il n'y avait pas beaucoup des de pots moyens. de plastique dans lesquels ils mettent du citron, de la soie, donc C'est il y avait donc tout ça, mais c'est utilisé. Je veux dire que c'était dans nos mœurs. Aujourd'hui, c'est artistique. Aujourd'hui, c'est devenu artistique. Donc il y a beaucoup de gens Toi qui es qui artiste, font ça. Jawdet, ça te parle énormément, Oui, ce moi, genre je vois d'objet artistique. un carton vide dans la rue, pour moi, c'est une œuvre d'art future. Je veux dire que c'est clair. Oui. Ou des vieux tissus, des choses comme ça. Après, on clair. utilise les textures et tout. Et donc, le bois, les morceaux de verre, les bouchons en plastique de bouteilles, toutes ces choses-là sont une ressource vraiment esthétique pour ce Dahar qui a été Jamal, donc diplômé de l'école des cadres de la jeunesse et du sport, promotion en 85-86. 1900, bien sûr, 80. Oui, encore heureux. Et voilà, non pas 1800. Et donc il présente des paysages, des choses vraiment très inédites, très expressives. Et c'est vraiment un bonheur d'aller le voir parce que même le personnage est aux couleurs, il est très dynamique, très vivant. Et il vous raconte des anecdotes entre la Hongrie et l'Algérie
allègrement, Wow. toutes ces pérégrinations, ces voyages, tu sais. C'est vraiment vraiment, expo je dirais à ça, aller voir. une expo à aller voir, surtout pour les enfants. D'accord. Parce que c'est vraiment, lui-même est une école de résilience, une école Tout à fait. de créativité, de bonne humeur, de joie. Et donc, il faut aller voir Jamal Celui qu'on Bahar. salue aussi, ce monsieur Massen qui travaille aussi avec des... Massen, qu'on ne voit plus, qui est critique très, d'art. très malade, donc qui est vraiment, critique lui d'art souhaite, également. On le prompt salue rétablissement. parce qu'il nous manque, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu lors des expositions. Massen est un Mohamed monsieur Massen. d'une grande intellectualité d'abord. Tout à fait. Il est très intellectuel, donc producteur d'idées. Mhm. C'est un excellent critique d'art et qui est de surcroît un artiste fabuleux parce qu'il a un bestiaire. Lui, il a des grandes il a œuvres, un hein. bestiaire, il a des œuvres qui peuvent être minuscules, soudées, oui. revues. Il a un regard excellent parce que de n'importe quel objet, fait il de peut la tirer sculpture. un animal, il peut tirer une faune, une flore, il peut faire des choses fantastiques avec ses mains. Et c'est un excellent sculpteur, Tout à vraiment un fait. des rares sculpteurs. Ça rappelle aussi l'artiste Mustapha Bousta qui lui, Oui. fait Chez beaucoup de lui. récupération et puis crée des œuvres monumentales. Exactement. La Casbah d'Alger, des animaux Vous aussi. savez, pour Bousta, je reproche à tous les jardins d'Algérie de ne pas avoir, de ne pas avoir acheté ces sculptures parce qu'il a un bestiaire lui aussi, il est un peu plus proche de la réalité. Mais il utilise effectivement des matériaux recyclés et c'est un homme Créatif, hein. extraordinaire parce il a des autruches immenses, il a un hippopotame. Casbah Je dis, d'Alger. comment tu as fait pour le... Parce qu'il fait des sculptures chez lui. Et après, c'est difficile de les sortir. Il faut vraiment le cheval. Il fait des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et voilà, moi, j'aurais acheté ces sculptures et les aurais mises dans un jardin parce qu'elles auraient En tout vécu cas, avec l'espace public grand. l'espace Parce que public. les œuvres sont de immense. grandes Voilà, dimensions, voilà. monumentales. Il nous manque cette chose-là. Effectivement, ce sont des grands Alors, on va sculpteurs. s'arrêter sur, bien sûr, cette belle exposition, donc Ovation 23. Jusqu'à quand on peut la Et voir qui, Jusqu'au 28 novembre, Très bien. il est tout le temps là-bas à faire des choses. c'est clair, petites on va aller le choses. voir et bien sûr, Voilà. c'est une curiosité et Voilà. c'est beau à voir. On va aller du côté de Timimoun. Oui, donc une première édition du festival du court-métrage. Et Timimoun, même avec les hautes autorités culturelles du pays, il y a un encouragement de cette ville de Timimoun. On rappelle que dans les années 90, ça a été la capitale du cinéma, du jeune cinéma. Il y avait Cannes Junior, justement, sous l'égide de Mohamed et de Yamina Chouir. Et de l'initiative de la télévision algérienne, surtout. Et voilà, oui. Et donc Timimoun va devenir, je pense, une capitale. Capitale du cinéma. Parce que je suis un peu en amont, j'ai été un peu, nous avons accompagné un peu cette initiative par rapport à la formation, par rapport au workshop, par rapport probablement à des studios qui vont se faire à Timimoun. Donc Timimoun va être bientôt une capitale du cinéma algérien, du 7e art. On devait choisir au début Boussaada, mais Boussaada, scoop, on nous a dit, il n'y a pas d'assiette de terrain. Alors là, ça nous avait surpris, c'était déjà au début des années 2000. Mais Timimoun, justement, au ministère de la Culture, on est en train d'encourager ces choses-là. Et donc, ce festival tombe vraiment pour sa première édition, qui est consacrée, c'est-à-dire au pays invité d'honneur, qui est le Sénégal. Donc, avec une multitude de prix, prix du court-métrage, du scénario, meilleure interprétation, tout ça avec beaucoup de jurys qui viennent de Tunisie, du Sénégal, avec des films comme celui de Rachid Bouchar, Boomerang, qui est le film qui a été projeté en ouverture, puisque le festival se termine, à vrai dire, demain, le 18. Donc, vraiment, beaucoup d'activités, des workshops, puis aussi des ateliers pour enfants
qui les sensibilise au cinéma par notre ami Hakim Traïdia, Oui. qui est un clown vraiment Fabuleux. fabuleux. Je crois qu'il vient d'une autre planète, lui. C'est vrai. C'est la planète des enfants. Il est formidable. Donc, il y a Mounes Khammar dans les jurys, Ah oui. il y a Mina Lashtar, il y a Abdelnour Zahzah. Ils seront tous là avec beaucoup de... Il y a Boukhriz venu de Tout à fait. Tunisie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Qui vont, voilà. on aura l'occasion de voir un duplex avec Mounia Rabbi qui Voilà, est là-bas sur voilà. place, notre Donc c'est journaliste. vraiment une très local. belle initiative, superbement bien organisée dans le grand théâtre de plein air de Timimoun, l'Oasis Rouge, à l'architecture néo-soudanaise, formidable, qui promet, je suis certain que ça promet beaucoup pour le Très bien. En cinéma tout cas, première algérien. édition. Première Alors, édition. On jusqu'au va parler 18. cette fois-ci des archives palestiniennes. Alors, ça, les c'est- archives palestiniennes, c'est ça une aussi, bonne c'est nouvelle. un peu... C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des films qui ressortent de la Palestinian Film Unite. Alors, la Palestine Film Unite a été créée en 1968 au sein de l'Organisation de libération de la Palestine et donc qui voulait produire des films qui sont à contrepoint de ce que De la l'imagerie, la propagande sioniste avait imposé comme étant que les Palestiniens sont même pas un peuple, mais une peuplade de Bédouins, éparpillés sur un territoire qui n'était Tout à fait. pratiquement pas le leur, puisque les sionistes se sont arrogés le droit d'éliminer tout ce qui était population locale, entre guillemets, indigène, et donc de mettre une histoire, un storytelling israélien, sioniste. Donc là, la Palestine Film Unite a produit des films qui contrecarraient cette vision et qui apportaient une vérité du cru palestinien. D'accord. Donc voilà, et donc là, à Bruxelles, Alors, c'est inédit, hein. oui, c'est inédit, c'est la première édition. Donc ça s'appelle Archives palestiniennes, fragment d'une mémoire volée. C'est une programmation prévue à partir du 20 novembre au Cinéma Nova à Bruxelles. L'activité va se déployer donc sur un mois et mettra en avant tous les films de Palestine bien. qui ont été Ça serait bien produits. qu'ils le ramènent pour le festival du film engagé. Du film engagé probablement. En décembre. Et donc aussi la même chose, parce qu'ils ont récupéré tous ces films qui semblaient avoir disparu, mais qui n'ont pas disparu, ils étaient juste cachés. Et donc le 12, 13 et 14 décembre aussi en parallèle, il y aura à Toulouse une projection de des films de la Palestine Film Unit qui ont fini par ressurgir. Et donc voilà, donc la salle indépendante bruxelloise et le cinéma, la Cinémathèque de Toulouse vont projeter donc ces films avec sous l'égide dont par exemple Michel Khleifi, qui était une figure centrale de ce cinéma, qui a produit, je rappelle, Nos en Galilée en 87 et Cantique de Pierre en 91, qui va chapeauter un peu avec beaucoup d'auteurs. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser au Forum international des jeunes créateurs. Oui, alors les jeunes 3 créateurs, jours. ça s'est terminé, c'était le mercredi dernier, Oui. ça s'est terminé, mais avec, c'était en apothéose, puisqu'il y avait une rencontre des jeunes créateurs arabes et méditerranéens. Surtout, donc, les gens sont venus de Séville, ils ont fait des bœufs, comme on dit. Il y a eu de l'écriture, des arts plastiques, tout ça, le Yémen, l'Égypte, des gens venus de toutes les villes. Vraiment formidable comme ambiance, parce que colloque sur la création avec comment dire, avec les paramètres de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et tout ça. Donc c'était très intéressant de voir où en est la création arabe et méditerranéenne contemporaine, hein, je le rappelle, à l'aube de ce qui se passe actuellement, tous ces conflits, tout ce monde un peu qui est de folie. Il était bienveillant, nécessaire et
d'utilité publique, justement, de confronter la création, l'esthétique à ce monde-là qui devient de plus en plus fou. Magnifique. Alors, il y a une belle exposition cette fois-ci. Oui. C'est une exposition Oui. de laine. Encore une fois, voilà, Ahlam, la fille au nom de rêve, Ouais. qui nous emmène dans un univers pas éthéré, mais presque, avec des paysages très, très, très originaux, expressément créatifs. Ça sera du 15 novembre au 30 novembre, donc à la galerie Gessoum, avec une exposition, des installations, des paysages, des choses assez étranges. Elle a un univers insolite et elle produit donc des choses en laine parce que c'est C'est de la vraie laine ou la synthétique? c'est de la vraie laine. C'est de la vraie laine, d'ailleurs. Elle est exigeante, celle-là. D'ailleurs, oui. Est-ce que c'est des pigments naturels ou pour vous justifier ça, les formats sont quand même assez petits Voilà. ou moyens, donc Ça je coûte peux cher. confirmer que c'est de la vraie laine, c'est des vrais pigments. Elle a beaucoup travaillé, elle était enseignante, c'est une ancienne diplômée des Beaux-Arts en céramique, et elle a beaucoup travaillé sur les matières, les textures. C'est une dessinatrice de mode, une plasticienne, elle est entraîneur de tennis au passage. Et Ahlam a un univers très particulier, très original. Elle avait beaucoup travaillé à Garara. Et donc, elle a maîtrisé, si vous voulez, les techniques naturelles de la laine. Elle a un métier ici à la maison. Et donc, toutes les textures sont naturelles et tout. Et elle produit des choses très, très originales parce que, par exemple, les tissages ne sont pas tous carrés. Ils sont ronds et Dieu sait comme c'est difficile. C'est-à-dire, quand on reproduit la technique, on essaie de comprendre la technique, la démarche de l'artiste, c'est là qu'on perçoit que c'est du savoir-faire, la difficulté, et que bien sûr l'œuvre est très appréciée. À voir absolument. Donc à voir absolument, parce que c'est très serein, très, très sage. Elle produit, elle exprime une sagesse, une tranquillité, une bienveillance dans son exposition, dans son art qui est assez intéressant. C'est comme si c'était une sorte de recueillement quand on va voir son Parfait. travail. Alors on va terminer avec un concours national. Ah oui, bon, pour terminer, pour être un peu victorieux. On a eu des prix et tout, mais je réserve ça pour la prochaine fois sur des choses un peu scientifiques. Alors c'est une première, c'est une première. Alors là, on aura tous, probablement pour ceux qui aiment la grande série Big Bang Theory, qui met en scène des geeks un peu, ils sont tous quasiment docteurs, mais ils sont tous un peu starbés. Et donc là, on est dans le sérieux. On aura des docteurs en physique quantique en Algérie. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc c'est une opération de concours de doctorat qui s'est faite il y a quelques jours, pendant quelques jours quand même. Et donc il y a 51 postes de docteurs en physique quantique qui seront pourvus. Donc c'est une initiative de l'université d'Oran en collaboration avec l'université de Stif. Et il y aura donc 51 postes qui seront distribués pour ceux qui ont eu les 51 places. Sur les 1000 candidats. C'est un principe pour toutes les universités en général, pour les doctorants. Oui, mais 51 postes, c'est quand même pas mal. Parce qu'en général, les doctorats n'en dépassent pas 20 postes. Là, c'est vraiment bien parce que ça sera réparti entre 8 universités algériennes, l'Université des sciences et technologies d'Oran, Mohamed Boudiaf, l'université d'Oran 1, l'école normale supérieure d'informatique Sidi Blabès, l'université de Boumerdès, l'USTHB Houari Boumdien, donc l'université de Biskra, l'université de Constantine et de Sétif. C'est-à-dire que dans toutes ces universités, il y a des postes qui sont distribués à pourvoir. Ça veut dire et donc ça veut dire que dans que la matière grise est bien sûr, la physique quantique, c'est les nanotechnologies, c'est les quarks, c'est les gluons, c'est toutes les choses comme ça. Et c'est très très compliqué, ça exige des moyens phénoménaux. Ça veut dire que c'est les supercalculateurs, des choses comme ça. Donc, l'Algérie, elle tourne. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons recevoir un chercheur dans le domaine des photovoltaïques. Et on va aussi parler avec la relève et d'enseignement de la recherche. 300 jours par an. Je crois que nous avons quand même. Ça coûte très cher le photovoltaïque, mais les résultats
le rendement est On va en parler. assuré. Merci Voilà. Javdet, merci pour Merci. toutes ces bonnes nouvelles. On va s'intéresser à la dinanderie avec Samira Hadjamor dans sa rubrique Écume et patrimoine tout de suite. Samira, Oui. la dinanderie, c'est Oui, beau? en quelques mots, Oui. aujourd'hui. Parce que c'est important, parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. On ne s'en rend pas compte, mais c'est dans notre tradition. Nous, les premiers mois, la première, qui Ramadan, on a toujours ce plateau en cuivre, avec le bqred, avec skria aussi, qui est en cuivre, ou pour ceux qui ont les moyens en argent. On a aussi la petite vaisselle, les petites cuillères. Tout ça, les Algériens le connaissent depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps. C'est ça. Depuis déjà les Romains, depuis qu'en fait l'homme en Algérie a commencé à avoir manipuler les métaux. Des ustensiles. Le fer, le cuivre. Oui, on le retrouve dans des tombeaux funéraires. C'est le mobilier funéraire. Et souvent, avant, quand quelqu'un décédait, bon, après le rituel, il y avait tous ces objets comme ça. Alors, ça peut être des bijoux, ça peut être du mobilier funéraire, voilà, ce qui l'accompagne. Tout ça pour dire qu'il y avait un travail qui était fait sur la domestication en fait, des métaux. Il y a eu le bronze, il y a eu le fer, il y a eu le cuivre. Chez nous, c'est ancré. On peut le voir même jusqu'à aujourd'hui sur les portes de la Casbah, par exemple. Sur les portes des Pour les maisons, heurtoirs. même modernes, on peut retrouver dardar. Ouais, les heurtoirs. Donc, les heurtoirs, Voilà. exactement. Ce qu'on appelle en arabe Les dardar. clous, Les clous ponctuent aussi, l'arc, et les tout ça. Voilà. Et on peut le retrouver parce qu'on a, grâce à Dieu, ça a redémarré le métier d'artisan dinandier à la Casbah. Ça réouvre, en fait, les échoppes réouvrent. C'est un métier qui se transmet en général de père en fils. Mais il y a un excellent travail qui est fait par la Chambre de l'artisanat, la Chambre nationale de l'artisanat. Et puis il y a une demande. On aime ça, c'est beau, c'est esthétique. J'ai envie de dire que c'est Il faut luxueux. l'entretenir surtout, le cuivre, Oui. parce qu'il s'oxyde, hein, malheureusement, Et nous, on a quelquefois. l'humidité, donc, Ouais. mais Il faut toujours faire est-il attention. qu'il faut le nettoyer. Mais c'est tout un rituel de toute façon. Regardez. Les grands mois, c'est Alors, donc, ce qu'on c'est vient tout un de- rituel justement de C'est vrai. l'entretenir. oui. C'est Ce qu'on très a joli. vu tout à l'heure, juste avant la porte, cette porte qui est la porte de Jamal Kebera, c'est une représentation. Comment on dit Le mraj. La mraj qui est au Quai Branly. La porte, c'est la porte de Jamal Jazair, c'est une reproduction de la porte de Tlemcen, de Sidi Boumediene. Mehrez. Ce qu'on voit le Mehrez. Mehrez, pour l'histoire, C'est le entre mortier. 54 et... Exactement, le mortier qu'on utilise pour Pour les piler- épices. Toum d'abord, Toum. et Dirsa, ensuite c'est- Dirsa, Sans Mehrez, c'est pas- Sans Mehrez, il n'y a pas de Mehrez, il n'y a pas de Dirsa. Donc le mortier, eh ben, il a une histoire avec la Casbah d'Alger à partir de 1954, en pleine bataille d'Alger. Les femmes, pour prévenir le Moudjahidine, elles tapaient sur le Sur le mortier pour les alerter. Voilà. Sinon, ce qu'on voit défiler depuis tout à l'heure, ce sont des objets qui sont dans les musées algériens, mais aussi les musées comme Quai Branly, où il y en a un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que ça se vendait. Il y avait un marché au XVIe siècle notamment. Pourquoi XVIe siècle? Parce que du côté, ce qu'on a aujourd'hui, là où est situé le lycée Émir Abdelkader, qui était le grand lycée d'Alger, qui a été construit à partir de 1860, eh ben, il y avait Darnhas. Darnhas, c'est un palais qui était fortifié. On est près de la porte de Bebloued, tu vois, et d'une caserne de janissaires qui n'existe plus. Hein. Tout ça n'existe plus puisque le lycée, qui est quand même construit sur, je crois, 7000 mètres carrés, enfin, c'est une grande surface. Il y a même des vestiges romains, pour te dire, à l'intérieur du lycée. Hein. Donc, a été effacé ça a été détruit. Mais rappelez aussi que tous les ateliers et fours qui se trouvaient donc de cette porte Bab el-Oued jusqu'à la porte Bab Azoun ont été détruits pour construire un peu n'importe quoi, ou les immeubles coloniaux. On a coupé Alger de la mer. Quand j'ai dit c'est un peu dommage. n'importe Très quoi, important, oui. c'est surtout pour la place des Martyrs. En fait, il n'y a rien. Ils ont construit une esplanade où ils mettaient après leurs La chevaux. place des Martyrs, pas très loin, il y avait Dar el-Mal aussi. Dar el-Mal, bien Dar sûr. el-Mal, tout. Et puis, Darnhas, qu'est-ce qu'on y faisait? On faisait couler, par exemple, les canons. Les canons d'Alger sont connus. Oui. On peut rappeler la consulaire qui se trouve en Baba France, Merzoug. Baba Merzoug, Bien sûr. voilà. Le Et plus plein d'autres connu. choses sur les invalides.
il y a plusieurs canons, et ben la plupart d'entre eux ont été coulés à l'intérieur de Dar Nahas. Ce qu'on va voir dans un petit moment, c'est une mesure. C'est une mesure d'aumône, en fait. On appelle ça comme ça, ou un mood. Voilà, c'est exposé au musée des Antiquités, donc tous ces petits objets qui ont une très longue histoire dans la mémoire algérienne sont très souvent sculptés de quoi? De fleurs. Il y a aussi une méthode, le Nasri par exemple pour le mood, dédié par exemple à des princes, à des rois. On a exactement. Ouais, on a le qu'on mroche. utilisait. Ouais. Après, maintenant, ça dépend. Le cuivre, Sni aussi, que ce soit blanc ou jaune. Le sni fait partie dans toutes les Et maisons les algériennes. Il y a un sni, il y a le mahbes. Oui, le mahbes تاع العروسة. Donc là, ils On déroulent mettait le le maqrout. Ouais. Le maqrout pour la belle-mère, en fait. Oui. La mariée, dans son trousseau, on porte vrai. un mahbes, donc un seau, pour sa belle-mère. Mais sinon, la mariée l'utilise également pour son trousseau du bain. Donc, au musée du Bardo, on peut retrouver une pièce où il y a le hammam, donc le bain mort, où on a tout le rituel en fait, tous les petites objets, choses, les objets que la mariée décorait. On a le bakraj, on a ce qu'on appelait à l'époque romaine, l'époque grecque, des escosses, des petites gargoulettes, un genre de gargoulette. les gargoulettes al-Qbaïl, Ouais. en Kabylie surtout, Ouais. mais ce sont des carafes, Des cruches. carafes, oui. Maintenant, la Mais je forme trouvais pas le différente. nom. Il fallait bien que je te donne un nom, une gargoulette. Des aiguières, voilà. Voilà, mais en fait, il y en a de toutes les formes, de toutes les sortes. Sinti ou drahmek. Oui, les théières. Et pour les matériaux, c'est pareil aussi. Les théières, oui. 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 Magnifique. Ah, moi, j'aime beaucoup le rituel, surtout faut aller- Ramadan, c'est particulier. On a ce plateau qui est posé pendant 30 jours. Qu'on utilise parfois pendant l'année, mais pendant 30 jours, il est posé sur la table du salon et tous ceux qui viennent, le thé est servi avec tout l'accompagnement, le nana, les gâteaux, on va acheter Ouais. chez... Il y a des familles connues. Il y a même on appelle ça aussi fouara, tanhas. Bien C'est sûr. très joli aussi. Il y a aussi, j'ai oublié le nom du coup, tu vois quand tu arrives dans une maison ou chez toi quand tu rentres, il y a un espèce de... mon Dieu, j'ai oublié. Pour se laver les mains. Les mains, Oui. exactement. je Il sais est plus offert comment. aux invités, Ouais. c'est fait aussi en cuivre. On le retrouve même dans le sud. Hein. Et peut-être rappeler qu'il y a depuis la nuit des temps un savoir-faire qui est à Béjaïa, qui est à Tlemcen aussi, et surtout ce qui est reconnu, on ne peut pas le retirer, c'est Znert Nhas t'a Qsentena, c'est tout un quartier où il y a jusqu'à aujourd'hui, C'est le quartier du Bardo. Oui. voilà, qui C'est là où s'appelle il y a Znert les Nhas aussi, peut-être qu'aujourd'hui ça a pris Oui, un la autre nom. dynandrie de Constantine est labellisée carrément. Et labellisé, Oui. exactement. C'est dans le savoir-faire que l'Algérie a inscrit aux côtés de plusieurs nations, parce qu'on n'est pas le seul. Les seuls, il y a les Tunisiens, où il y a le savoir-faire des Tunisiens. Il y a aussi dans les pays... Nous avons aussi, après, à travers le savoir-faire des Perses, de toute la région du Moyen-Orient. L'art voyage, c'est comme là C'est pour ça. la musique. Comme Et pour, évolue la aussi, langue parce que... aussi, pour- Donc, Et nous ça part- évolue. Comme pour quoi le on fait- couscous, on le retrouve sur dans quoi le monde on fait entier. le dioul? C'est sur justement une Un plat poêle. qu'on retourne, Oui. plat qu'on retourne en général En cuivre je mets- rouge. Exactement, Ouais. c'est ça. C'est beau. Parce que le cuivre peut être blanc, nickelé, il peut être rouge, il peut être jaune. Il est C'est beau, beau. en tout cas quand il est très bien. Et aujourd'hui, on entretenu. fait du cuivre martelé. C'est très, Exact. très On essaye fin, hein. d'adapter à la modernité, c'est C'est très ça. très beau. C'est très joli. Le mohim, ça reste dans nos traditions. Très bien. On va terminer avec le livre. Oui, peut-être montrer un livre de notre collègue et Allah yarhamou, bien sûr le photographe Djilali Qaïs. Oui. Tu peux le montrer. Oui. Et de notre collègue et ami Nesrouch Nourri. Nouri, qui est Très beau journaliste à Constantine et auteur aussi, puisqu'il a contribué à mettre en lumière, en valeur tout le patrimoine, que ce soit les vestiges ou la tradition, ou Nhaz par exemple, tout des personnages et des lieux de Constantine avec l'architecture et tout. C'est une ville magnifique. Magnifique. C'est Sirta, c'est le cœur de la Numidie. Bon, après aussi Rintemojana. L'île des ponts suspendus, magnifique Voilà, en tout c'est cas, ça, avec très beau beaucoup livre de- à avoir absolument. Oui, il Merci, est disponible, c'est sorti Samira. chez Habed Excellent. Je reprends dans le livre. Oui, bien sûr. Allez, bonne journée, merci Voilà. pour ce beau voyage à travers Et la puis, il faut dynandrie acheter bien chez de les chez nous. artisans, il y en a partout. Il faut aller la rue de la Lire aussi. Alors, ça il peut faut aller aller au
Kasbah. Mais chez tous les... ça se vend partout. On peut en acheter partout. Il y a des boutiques comme ça qui sont dédiées à l'artisanat. Qui se sont spécialisées, dans bien tout le sûr. centre-ville et dans toute l'Algérie, hein, pas que Parfait, merci beaucoup. Peut-être rappeler qu'on avait des mines de cuivre pas très loin qui étaient exploitées déjà du temps des Romains. Alors, les plus connues à ce moment-là, c'était celle de Blida, Ténès, mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs mines à travers l'Algérie. Ben, on espère une plus grosse exploitation. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Merci Samira. beaucoup, Amel. Merci, Jawdet. Merci. Tu as fait donc un petit peu, tu as participé au marathon, non d'Alger? Non, mais mon épouse, non. oui, elle a fait les 10 km. Voilà, de tout Bravo. De En tout tout cas, cœur. Bravo. Eh bien, on va y aller. Voilà. On va revenir sur cette belle ambiance. De parce très, que très belles C'était images. très belles formidable, images. oui. Samira, elle a adoré. Moi, j'ai adoré. L'ambiance, mais elle n'a pas participé. L'année prochaine. Chaque année, elle dit l'année prochaine, c'est sûr, j'y vais. Allez, on va vous laisser en compagnie justement de notre guide, l'ami Ahmed Bouda, qui était sur place avec d'autres intervenants qui ont bien voulu répondre à son micro. Regardez, on se retrouve juste après. Pour sa première édition, le semi-marathon international d'Alger a vu la participation de 6500 athlètes, dont 13 coureurs internationaux. Ce vendredi, très tôt le matin, les rues algéroises sont envahies par les sportifs, encadreurs et les bénévoles. Et on s'échauffe avant le départ. 92 ans. Et Inch'Allah, je vais participer à ce semi-marathon. هنا جينا من الولايات غليزان وعندنا مشاركات بزاف في هذا لي ماراثون وهذا يعني سبيسيال. احنا سي بور لو مانتيان سي بور بيان اتر. نوري لهم الطريق باش ما يغلطوش وباش يديروا مسابقة جيدة. Attention, c'est une passion. Pour moi, le sport, c'est une passion. باش نقول لك. Je cours beaucoup. Une ambiance festive et un public nombreux venus soutenir les athlètes. Des familles venues encourager leurs proches. Allez, encore. Là, depuis ce matin, les enfants les professionnels, mais on est patiente. J'encourage tout le monde, bien sûr. C'est le premier marathon international d'Alger. Il y a plusieurs qui sont venus un petit peu de partout. On les encourage. Des ruelles historiques de Beblouet au rivage méditerranéen. Cet événement mêle performances sportives, tourisme et héritage culturel. C'était dur, mais non, c'était bien. C'est sympa. Le course était sympa à côte de la mer. On a découvert Alger à travers une course. C'était un très bon parcours. C'était magnifique, c'est très bien organisé. راكي تجري ومام طول راكي تشوفي في البحر راكي تشوفي في البنيان تاع الجزائر تشوفي العلامات يفرفروا. L'expérience est vécue comme une véritable aventure pleine d'émotions, avec des moments de difficulté, mais aussi beaucoup de fierté et de satisfaction, en particulier à l'arrivée. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Vive Algérie. J'aime ici beaucoup, j'aime Algérie. J'ai presque abandonné. Les 5 km Je suis fier de moi parce que ça fait longtemps وانا نقول كل خطره نقول ندير سيمي ماراثون ندير 10 كيلو غير العام هذا ما نقدرش نديرها. La ligne d'arrivée, c'est le paradis. En Nantes, c'est normal, à 78 ans, tu sais. Il faut être courageux. Après 10 km d'effort, c'était l'indépendance. Une course de 10 km et un semi-marathon de 21 km. Cette première édition aura été un succès qui pose les bases d'un rendez-vous sportif incontournable. À la prochaine édition.
Bravo en tout cas à Lamia qui a pu donc nous rapporter cette belle ambiance. Et notre invité est un sportif. Il n'a pas participé à cette édition. En tout cas, lui, c'est plus la natation. Bien que Octobre Rose, il me disait, lui aussi a participé. C'est monsieur Fawzi Azoula. Bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Laïs Elmek, vous êtes directeur donc, de recherche au Centre des technologies des semi-conducteurs et de l'énergétique. C'est le centre CRTSE, c'est cela. Vous êtes aussi donc docteur en physique, c'est ça. C'est cela. On parlait tout à l'heure de recherche et de physique quantique. J'ai entendu parler avec le monsieur qui est tout à déjà. fait. Oui, mais il a vous parlé, avez énormément donc, travaillé durant toutes vos années concernant la physique. Et aujourd'hui, vous avez rejoint donc le centre. Ça fait une vingtaine d'années que vous êtes au centre. À peu près. Oui. J'étais passé à peu près aux 22 ans. Oui. Pratiquement 23 ans d'année. On est spécialisé en photovoltaïque. Au début, nous étions une unité qui est leader en silicium. Oui, en silicium. Après, on s'est transformé en 2012 en centre de recherche des technologies des semi-conducteurs pour l'énergétique, en utilisant le silicium en tant que semi-conducteur. Tout à fait. Pour, panneaux solaires. Pour les panneaux solaires. Il y a pas mal de recherches au niveau de notre centre qui est partagé en 4 divisions. Il y a des divisions qui s'occupent de la matière première, qui est la silice. C'est la base des siliciums. Il y a une division qui s'occupe des dispositifs photovoltaïques. D'accord. Il y a les matériaux émergents, tout ce qui est super condensateur, et ainsi de suite. Il y a aussi ce qu'on appelle le stockage d'énergie, ce qui est très important si on fait la transformation, c'est-à-dire du photovoltaïque, c'est-à-dire on transforme l'énergie solaire en énergie électrique. Et il nous faut ce qu'on appelle le stockage, il est très important. Et c'est l'avenir aujourd'hui du monde entier. Et pourquoi pas l'Algérie, parce que nous avons un ensoleillement magnifique. On va en parler d'ailleurs. Et pourquoi vous êtes parmi nous, c'est qu'il y a eu ce mercredi dernier, il y a eu une actualité autour donc, des workshops sur le photovoltaïque et le dessalement d'eau de mer également. Donc on va voir ensemble ce reportage puisque notre journaliste Raouf Hamouche s'est rendu pour voir ces ateliers, ce workshop. On y va, on se retrouve juste après. Comment produire de l'eau potable en utilisant une ressource naturelle et inépuisable? L'énergie solaire, une problématique sur laquelle se sont penchés les experts participant à ce workshop international sur les technologies photovoltaïques et le dessalement, organisé par le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique. Des chercheurs algériens et étrangers y ont présenté des solutions durables et innovantes alliant autonomie énergétique et respect de l'environnement. Je suis là en tant que conférencière et en tant que collaboratrice dans un projet de recherche qui correspond à donc, la valorisation des déchets des panneaux solaires pour fabriquer des membranes de filtration appliquées au traitement de l'eau, dessalement et traitement des eaux usées. En tant que chercheuse espagnole, j'ai trouvé un réel intérêt à participer à ce workshop en Algérie. C'est une expérience enrichissante car le pays dispose d'un énorme potentiel dans le domaine du dessalement solaire et de la gestion durable de l'eau. L'expérience algérienne a été présentée lors de cette rencontre. L'Algérie, qui possède l'un des plus grands potentiels solaires au monde, dépassant les 3000 heures par an, a engagé depuis des années une stratégie visant à diversifier son mix énergétique. Objectif à long terme, en faire un acteur régional majeur des énergies renouvelables capable de couvrir ses besoins internes, mais aussi d'exporter de l'électricité verte vers l'Afrique et l'Europe. Le solaire, l'Algérie, en 1980, l'Algérie faisait déjà des cellules solaires. Nous sommes peut-être le seul pays au monde arabe, nous étions le seul pays jusqu'à un passé très récent, qui fabrique des cellules solaires. Nous avons le know-how pour faire des cellules solaires. Le CRTSE est un centre unique dans le monde arabe qui fabrique des cellules solaires. Parce que vous savez, le problème du dessalement, c'est le problème du coût. C'est du problème du coût. Le dessalement est une technologie qui est énergivore. Elle consomme énormément d'énergie. Des échanges qui créent un pont entre le monde de la recherche et celui de l'industrie, permettant aux chercheurs de présenter leurs avancées scientifiques, d'échanger sur les nouvelles technologies et d'identifier les besoins réels du terrain, tandis que les industriels découvrent des solutions à fort potentiel de valorisation.
Il y a des objectifs à atteindre dans ce sens et on doit être à jour dans notre pays, à jour avec les nouvelles technologies, tout ce qui se fait de mieux dans le monde, qui nous donne vraiment une image au jour d'aujourd'hui sur les technologies dans le monde autour du photovoltaïque. Et c'est important pour nos chercheurs, pour nos experts, pour nos industriels, nos étudiants, pour qu'ils soient à jour. Rassemblons les compétences locales et internationales. Cette rencontre contribue à accélérer l'innovation, à renforcer la compétitivité du secteur et à positionner l'Algérie comme un pilier majeur dans le domaine des énergies renouvelables et la gestion durable des ressources en eau. De retour sur le plateau, on a pu voir donc, ce potentiel et surtout l'impact de ce workshop, c'est important. Donc, vous avez reçu pas mal donc, de personnes qui sont venues d'ailleurs pour parler et joindre leurs travaux à travers donc, des chercheurs aussi algériens, avec les chercheurs algériens. Bon, premièrement, c'est un workshop, c'est le first workshop. Oui. C'est un premier workshop qu'on a animé. Vous avez l'habitude d'animer aussi des ateliers, des conférences, avec des workshops. des jeunes, des formations. Mais c'est le premier workshop entre l'énergie solaire, ce qu'on appelle les panneaux solaires photovoltaïques, et le dessalement. On a choisi ces deux volets parce que c'est d'actualité, d'une part, et c'est des instructions du gouvernement parce que c'est très important. D'une part, on se prépare ce qu'on appelle la transition énergétique. C'est cela. Et pour une transition énergétique, il faut avoir une technologie des panneaux solaires. Une technologie et surtout maîtriser cette technologie avec des chercheurs, avec des formations, avec des étudiants qui seront formés à prendre cette transition énergétique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'eau. L'eau, ça devient une arme. Vous savez, une denrée très importante. Et comme elle est actuellement le changement climatique qui est en train de se passer, vous savez, au mois de novembre, presque au mois de décembre, et on n'a pas beaucoup vu de pluie. Donc, on est en train d'exploiter la mer. Et pour exploiter la mer, il faut rendre l'eau, il faut enlever en quelque sorte le sel. Et pour avoir le sel, c'est une technologie, ce qu'on appelle le dessalement des eaux de mer. C'est énormément de technologies, les bus, toutes les cellules qu'il faut utiliser, et l'énergie qu'il faut utiliser. Oui, c'est pour cette raison-là qu'on a animé, on a organisé ce workshop. Ce workshop, on a ramené c'est un workshop international. Pourquoi c'est international? Parce qu'on a invité des étrangers. Il y a des Espagnols, il y a des Tunisiens, il y a des Allemands, des Anglais. Ceux qui ont fait par Zoom, ils sont en présentiel. Et il y a aussi des Algériens, des compétences algériennes qui vivent à l'étranger, qui ont participé. Chaque fois, lorsqu'on les invite, ils n'ont jamais Ils sont présents. D'une part, pourquoi on les a invités? Parce qu'on fait de la recherche, nous, au niveau de notre centre. Puis il y a des gens qui nous évaluent. Qui sont ces gens-là? C'est ces gens-là, parce qu'il y a des étudiants qui ont participé, il y a des chercheurs, il y a différents centres. Il y a aussi pas mal de gens. Tout à fait. On a fait des sessions posters et ce qu'on appelle les speakers. Les speakers, c'est des étrangers. Qui ont fait des communications autour de la recherche. C'est en quelque sorte chacun dans son domaine, photovoltaïque au dessalement. Très bien. C'est aujourd'hui l'avenir du monde entier. Bien sûr. Ce sont des énergies propres, des énergies qui vont nous éviter donc, de faire la production de gaz, bien sûr, carbone, éviter bien sûr de polluer notre planète et surtout consommer moins cher. Oui. Comme je vous ai dit, la transition énergétique, puisqu'on a parlé de la transition énergétique, en quelque sorte, on doit soi-disant préserver l'environnement. C'est ça. D'une part, parce que d'une part le pétrole ou le gaz, il viendra du jeu. Bien sûr, c'est des énergies fossiles qui tendent à diminuer peut-être avec le temps. C'est pour cette raison-là qu'on est en train de se préparer. Il faut avoir quelque chose. Et il faut être d'actualité aussi.
Tout à fait. D'actualité à travers, soi-disant, les stages, et ainsi de suite. C'est vrai, alors on en parle chaque année souvent, cette transition énergétique, on parle beaucoup de photovoltaïque, des panneaux solaires, nous sommes un pays à forte exposition solaire, mais pourquoi toujours ça tarde à venir? C'est-à-dire utiliser ces panneaux solaires plus souvent au niveau des habitations par exemple, au niveau des ménages? Oui, d'autre part, c'est une culture. Pour moi, c'est une culture. Il faut avoir l'habitude de voir ces choses-là. Usuellement. Bien sûr. Je vous le disais tout à l'heure, vous m'avez dit tout à l'heure justement, il faut plus vulgariser autour de cela. Il faut vulgariser ces énergies-là. Parce qu'il faut dire aux gens, il viendra le jour que le pétrole et le gaz vont se tarir. Bien sûr. Et c'est pour cette raison-là. Mais ça reste toujours, il y a des gens qui l'utilisent. Surtout si on calcule le coût, par exemple, d'un câble d'électricité pour le faire ramener, c'est-à-dire d'un village à la montagne, c'est très coûteux. Donc je préfère d'acheter un kit complet de panneaux solaires et après quelques années, je vais amortir ma C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu des petites expériences comme ça de particuliers qui ont installé ce genre de kit. On en a parlé souvent dans nos émissions, mais c'est vrai que ce sont des expériences individuelles, pas assez élargies sur tout le territoire. Oui, il faut vulgariser aussi. Il faut dire qu'il y a des centres parmi le centre de recherche et le centre. Vous savez que le CRTSE, notre centre de la technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique, il fabrique un panneau solaire de A à Z. C'est-à-dire, nous, on ramène la matière première, ce qu'on appelle le test stock, on fait le tirage. Le tirage, c'est à un autre niveau. Et ce qu'on appelle faire une cellule solaire. C'est-à-dire une cellule solaire, solaire. Et après, on fait le panneau, c'est le rassemblage. Et on a un panneau solaire made in Algérie. Pour l'instant, c'est à l'échelle laboratoire. Mais on a une technologie, on a un process à nous, spécialement à nous, où pas mal de chercheurs ont participé à ce panneau-là. Et ce qui est important, c'est que chaque pays doit avoir son propre panneau solaire, sa propre technicité, parce que chaque pays est différent, son ensoleillement est différent, son exposition est différente, il y a bien sûr l'angle de l'ombre, il y a bien sûr l'intensité du soleil, tout ça est calculé et vous avez des chercheurs qui calculent tout cela au quotidien. Il y a le CDR. Un centre de recherche qui est spécialisé dans ce genre de calcul. Vous savez, les gens peut-être confondent entre soleil et intensité de lumière. C'est très important. Parce que si je mets par exemple un champ solaire au niveau du Sahara et un champ solaire au niveau du haut plateau, vous savez que le panneau solaire se détériore par la chaleur. Très important, ce n'est pas la chaleur qui produit de l'électricité, c'est la lumière. C'est ça. C'est pour cette raison-là qu'on a dit qu'il faut adapter notre panneau solaire à notre environnement, c'est-à-dire trouver une technologie. Aux conditions climatiques de notre pays. C'est normal. C'est pour ça qu'on est en train de faire de la recherche. Si je ramène par exemple un panneau solaire qui est fabriqué en Allemagne, et un panneau solaire qui est, par exemple, je vais l'adapter en Algérie, ça se peut. Il va très vite. Très performant. C'est-à-dire qu'il y a un rendement, par exemple, de 26%. Si je ramène là... Il va peut-être se détériorer en peu de temps. Je peux ne pas avoir un bon rendement ici, puisqu'il y a une théorie qui dit, c'est-à-dire, il y a une dégradation par unité de température. D'accord. Le rendement c'est-à-dire diminue en fonction de la température. C'est pour ça qu'on est en train de chercher un matériau, c'est-à-dire on cherche des matériaux qui sont adaptés à notre climat. Tout à fait. C'est-à-dire on les introduit au panneau solaire. Et notre centre, il a pris en charge cette partie-là. C'est-à-dire on est en train de développer, il y a ce qu'on appelle les différentes technologies, maintenant c'est les couches minces, en silicium. Et il y a pas mal de Et le silicium, c'est une matière aussi première. Il suffit de changer un seul matériau pour avoir... vous savez, les gens, 0,5% de rendement gagné, c'est un exploit pour le monde. Tout à fait, c'est vrai. C'est des gains, tout est calcul, bien entendu. Ça, c'est la partie photovoltaïque. Le dessalement, on a toute une division, une technicité. équipe
qui est en train de chercher, parce que maintenant il y a la technologie membranaire. C'est ça, les membranes qui coûtent très cher, hein. Très cher, et qu'il faut aussi changer régulièrement parce qu'elles se détériorent avec le temps. On est en train de former des gens, des étudiants, parce qu'on a invité des étudiants qui ont participé avec leurs travaux. Ça, c'est très bénéfique pour eux. On est en train de les former vers l'avenir. Et vous savez, notre président, Inch'Allah, il nous a doté de plusieurs stations de dessalement. C'est ces stations-là qui vont les prendre en charge. Ce n'est pas les étrangers qu'on va ramener. C'est nos étudiants qui travaillent déjà dessus. On est en train de former des ingénieurs, des chercheurs dans cette partie-là qui vont prendre en charge. Pourquoi pas, il viendra le jour, c'est nous qui allons, par exemple, fabriquer ces membranes-là. On parle de l'exportation de l'énergie aujourd'hui. On pourrait penser à cela, une fois que, bien sûr, il y aura une autosuffisance pour nous. Exporter de l'énergie, ça c'est très important, parce que c'est-à-dire on construit par exemple une usine de photovoltaïque ici, on ne peut pas concurrencer les rendements qui se font à l'étranger, mais si on prend les choses autrement, c'est-à-dire on va fabriquer par exemple une usine, avoir une technologie propre à nous, après qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on est un pays très ensoleillé, c'est-à-dire le gisement, c'est la matière première qui se transforme, est naturelle, et on est doté pratiquement de 300 jours par an d'ensoleillement. Qu'est-ce que je vais faire? Et de luminosité, parce que vous parliez tout à l'heure de lumière. C'est ça, lumière. D'autre part, on est un pays vaste, c'est-à-dire on peut faire plusieurs champs photovoltaïques. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre de l'électricité qu'ils produisent par celle-là. Vous savez que même des scientifiques ont parlé de l'exportation de l'eau également. Oui. Viendra un jour que peut-être que l'eau sera aussi exportée. Oui, si on peut. C'est-à-dire une denrée on peut qui même se raréfie. Créer des nappes souterraines. Il y a une crise hydrique mondiale. C'est ça, c'est pour cette raison-là qu'on est en train d'accélérer les choses pour construire le maximum de stations de dessalement, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, on a un littoral tellement vaste. C'est pour ça qu'on a pris en charge ce volet-là. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, il faut former des gens. Il faut prendre en charge ce volet-là pour aller au-delà. En tout cas, ça a été une réussite, ce workshop, au niveau du centre, avec de bons résultats et des communications intéressantes pour les étudiants qui ont aussi pris part à ces rencontres. Oui, on a ramené des gens vraiment formidables, ou que ce soit des Algériens, c'est des habitués, il y a des habitués. Tout à fait. Même il y a un célèbre monsieur de Sharqiya, monsieur Diab, c'est un grand monsieur, monsieur Tabet. Il vient souvent lorsqu'on l'invite, il n'a jamais refusé. Il y a des nouveautés, c'est-à-dire des Espagnols. C'est un échange en tout cas entre scientifiques, entre formation, ateliers et scientifiques qui ont pu se retrouver. Et c'est ça, maintenant on est instruit à faire des workshops chaque année, minimum 2-3 workshops par an dans des domaines différents, c'est-à-dire la thématique. Et voilà, on a pu parler un petit peu de tout ce qui a été fait au niveau de votre centre. C'est en tout cas une réussite, bravo à vous, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, Monsieur Fawzi Kazoula, vous êtes donc le directeur de recherche, c'est cela, au niveau du Centre des technologies des semi-conducteurs et de l'énergétique, CRTSE. Merci beaucoup. De rien, madame. Bon courage et au plaisir. Merci beaucoup. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à aller découvrir cette belle exposition de l'artiste Fatma Zohra. C'est un reportage signé Lamia Bedbouda. Elle a passé toute sa vie parmi les chiffres dans une banque. Il aura fallu qu'elle prenne sa retraite pour qu'elle ose enfin ouvrir la porte du monde de l'art. Le jour où elle prend un pinceau, c'est une véritable révélation. Pour progresser, elle choisit de s'entourer des meilleurs. Elle sera l'élève du maître du clair-obscur, Mohamed Laraba. À ses côtés, elle apprend à apprivoiser l'ombre, à sculpter la lumière et à donner à chaque toile une âme. Je suis une retraitée de la banque. Une fois
comme je suis très active et tout ça, je n'ai rien trouvé à faire, j'ai décidé de peindre comme ça. J'ai essayé. J'ai essayé la première fois, ça a marché. Et voilà, je me suis entraînée après dans les ateliers. J'étais l'élève de Mohamed Laraba, Allah yarhamou. Personnellement, il m'a montré les couleurs surtout. Il m'a montré aussi comment faire le mélange des couleurs, comment arriver à trouver la couleur que je cherche. Très vite, son talent surprend. Son geste devient plus précis. Ses toiles pleines de douceur sont peintes avec émotion. Chaque tableau raconte une découverte, un attachement aux paysages du Sud ou de la vie marine. J'aime beaucoup la nature et j'aime surtout le Sud, notre Sud, le Sud algérien. J'adore ces couleurs parce qu'il y a des ocres. Et moi, j'adore les ocres, les couleurs ocre, rouge ou la jaune ou tout ce qui est ocre, j'adore. Certaines toiles offrent une vision sereine et lumineuse d'un port méditerranéen. Notre œil est attiré par l'eau calme, véritable miroir où se reflètent à la fois les barques et la lumière du ciel. Presque toutes mes toiles, on trouve un peu de bleu. S'il n'y a pas un ciel, il y a la mer, il y a toujours quelque chose dans le bleu. Et j'ai vécu dans la mer avec mes enfants parce que à chaque fois, donc j'ai quand même aimé la mer comme tout le monde. D'autres peintures proposent des scènes chaleureuses du sud algérien où se mêlent nature, culture et humanité. Terre et éther est l'intitulé de son exposition. Constitué aussi de nature morte comme ce vase bleu ou cette théière tellement réaliste. Ça me donne une paix totale. C'est ma thérapie. C'est quand je suis seule à la maison, je suis accompagnée en face de mes toiles. Donc mon temps passe. Déjà, j'ai pas assez de temps tellement que je suis occupée par mes toiles. Je suis tout le temps en face d'une image ou un tableau. J'oublie tout le monde. Dans une autre catégorie, la Casbah occupe un mur où se dresse la belle cité millénaire avec ses femmes drapées de hayek. Pour sa première exposition individuelle, l'artiste nous surprend et on l'admire. Une exposition visible jusqu'au 28 novembre à la Fondation culturelle Asla Ahmed Rabah.
Alors, de retour sur le plateau, nous avons des artistes et nous avons aussi un monsieur qui se bat au quotidien depuis déjà bien longtemps pour justement lutter contre tous les faits sociaux, en particulier la drogue. Avec nous, monsieur Rachid Diflah, pardon. Bonjour et bienvenue, marhaba bik. Merci, bonjour et merci à toute l'équipe de Bonjour Algérie pour cette invitation. Là, c'est le mec, on a l'habitude de vous recevoir et vous êtes, vous et vos équipes, sur le terrain. Oui. Et on accueille nos artistes qui sont eux aussi très dynamiques, qui viennent pour nous parler un petit peu de leurs activités au quotidien. Marhaba bik. Alors on dit bonjour à Wahab Djerlef. Marhaba bik. Merci, marhaba bikoum, et merci pour l'invitation. Oui, et puis votre camarade Bassam Belkhir aussi, bonjour et bienvenue. Bien sûr, avec les tableaux que vous nous avez ramenés, c'est sûr, vous allez nous parler un petit peu de votre univers, vous exposer avec bien sûr la wilaya quand il y a des événements. Vous êtes des artistes engagés à travers les événements culturels qui accompagnent bien sûr au quotidien, n'est-ce pas? Alors on va parler avec monsieur Diflah, parler un petit peu de vos activités. Vous êtes sur le terrain pour lutter contre la drogue. On a eu maintes fois à vous recevoir pour cela. Et vous profitez des dates aussi anniversaires pour justement renforcer la sensibilisation. Oui, donc avant de parler de ça, donc, je vais me présenter. Donc, je suis Vous êtes le président, Rachid, je suis président de l'association La Voix des Jeunes. Oui. Notre association mène depuis 2022 un projet essentiel, la prévention contre la consommation de la drogue. Donc on est sur le terrain, nous travaillons chaque jour pour protéger nos ados et nos jeunes à travers la sensibilisation, l'écoute et l'accompagnement. Voilà. Parce que l'Algérie a une jeunesse formidable, pleine d'énergie, de talent et de rêves. Oui, c'est clair que cette jeunesse mérite d'être écoutée, soutenue et valorisée. Donc mon message aujourd'hui est clair, un jeune accompagné est un jeune sauvé. C'est ça. Donc protéger notre jeunesse, c'est protéger l'avenir de notre pays. Notre chère Algérie, elle est dans notre cœur. Aujourd'hui, notre pays a fait face à une réalité profondément préoccupante. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait peur aujourd'hui et dans le monde entier, c'est clair, hein, mais aujourd'hui, on s'intéresse à notre jeunesse. Et ce que vous faites sur le terrain, vous faites des rencontres, de la sensibilisation avec vos équipes, vous allez au plus près donc, de ces jeunes pour les accompagner. Effectivement. Les parents viennent aussi vers vous quand ils s'inquiètent, quand ils savent que leurs jeunes enfants sont addicts à la cigarette ou à la drogue, carrément. Donc, c'est vrai, nous avons un site officiel qui est sur le site web, donc c'est www.shabab.dz. C'est un site officiel. Nous avons aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours dans les réseaux sociaux. Nous recevons des appels des familles, surtout des familles en détresse. Et le but, on n'a pas d'autre choix, c'est d'orienter et d'accompagner. Et d'orienter, c'est-à-dire vers des hôpitaux, vers des CISA, c'est des centres d'intermédiaire des soins d'addictologie. On a 2 CISA qui se trouvent au niveau Chiraga, à côté de l'Académie d'éducation nationale de l'Ouest et Fort-de-l'Eau. Nous avons 2 CISA, plus il y a maintenant nous avons un accord avec la DSP, la direction de la santé et de la population, où on a toutes les adresses où ils peuvent, c'est-à-dire se consulter dans des établissements de proximité. Voilà, des établissements de proximité pour une écoute, pour une prise en charge, pour un soin surtout. Et il y a les DSP, donc avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et surtout la santé. Vous travaillez en corrélation avec ces institutions. Effectivement. Vous savez, c'est un problème. Nous avons, on a eu l'honneur d'être invité par Madame la Présidente de l'Organisation nationale de la protection et de la promotion de l'enfance à un séminaire d'une importante capitale. Et que c'est une 8 décembre 2015 à la résidence des juges. Oui. Là, vraiment, à ce séminaire, nous avons été confrontés à un constat alarmant. Vraiment, nos enfants sont en danger réel.
un danger de mort si nous n'agissons pas ensemble. Hadia Rasmi. Il y a une intervention du professeur Souhila Kadour, c'est le chef du service de toxicologie de l'hôpital universitaire, Mohamed Amin Dabbar Bab El Oued, a présenté une communication bouleversante intitulée Enfants et drogue. Un front inconnu en Algérie. C'est quelque chose. Donc c'est pour ça que vous avez été sensible. Vous savez la réalité du terrain. Vous y allez, vous rencontrez des jeunes, vous savez où est le problème. Mais bon, c'est vrai qu'il faut plusieurs mains tendues pour essayer donc d'endiguer donc cette problématique de la drogue. Parce que là, l'étude non, pour mettre les points sur les i. Parce que c'est une étude officielle, c'est-à-dire c'est un professeur. Et de même, une étude menée en 2014 montre qu'entre 2008 et 2012, 402 cas avaient été recensés majoritairement des adultes. Mais en 2022 et début 2024, ce nombre est passé de 1802 enfants, dont certains nouveau-nés. Vous voyez, c'est beaucoup. Alors, vous êtes là parce que vous faites donc sur le terrain beaucoup de rencontres, mais aussi vous faites des actions autour donc de la Journée mondiale de lutte contre le sida, et ça sera le 1er décembre. Vous avez une autre opération au niveau donc de collecte de sang le 11 décembre. Vous êtes là pour nous justement rappeler ces différentes dates aussi au sein de votre association. Oui, donc le 20 novembre. Le 20 novembre, nous célébrons, Inch'Allah, l'enfance avec un atelier sur la santé psychologique. Parce que l'enfant, il a besoin d'être pris en charge. Donc c'est toujours en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports, ainsi l'APC, la commune de Babazoua. Donc on est en train, et plus je remercie Madame la Présidente de l'Office national de la protection de l'enfant et la promotion, que je la remercie directement. On va le 1er décembre. Nous lançons une initiative de solidarité pour soutenir la solidarité. Le but, donc, on va lancer un appel, surtout pour le 1er décembre, la journée lutte contre le VIH-Sida. VIH-Sida. Des gens de se rapprocher au niveau de toxicologie Bilkour. Donc, pour faire des dépistages gratuits, anonymes. Voilà, c'est ça. Donc ils peuvent nous appeler, c'est-à-dire parce que hier j'étais chez eux. C'est l'occasion, en tout cas, à ces jeunes de faire un dépistage gratuit. Alors, et voilà, c'est ça, parce qu'on attend, voilà. Pour se protéger surtout, et protéger l'entourage. Parce que qu'il y a une bizarre maintenant. Alors mais c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là pour annoncer ces événements et vous allez rappeler aussi que la jeunesse n'est pas que des jeunes qui sont en tout cas en mal donc, de vie ou en danger. Il y a aussi des jeunes qui font de belles choses. Alors avec nous, vous avez ces jeunes étudiants qui sont aussi des artistes peintres et eux, ils donnent l'exemple parce qu'ils sont là à accompagner chaque événement, chaque rencontre autour donc, des œuvres d'art. Alors, par exemple, Wahab, vous êtes étudiant à l'École des Beaux-Arts? Oui, bien sûr, je suis étudiant à l'École des Beaux-Arts d'Alger. Spécialité, c'est design graphique. Mais, juste comme un seul. Mais la réalité, j'ai fait tout l'art visuel. Tout l'art visuel. Donc, sculpture, peinture, voilà, c'est design graphique. Pratiquement autodidacte aussi dans ce domaine, presque. Bon, parce que les Beaux-Arts, tu as la chance d'assister plusieurs ateliers, voilà, cours, même si je suis spécialité تاعك cours تاعك تقدر t'assister parce que tu veux faire le حاجة. والدومين هذا c'est un domaine complet qui تجيك تحب تريبريزونتي حاجة عليك انت ولا لا سوسيتي ولا اللي هو البوت تاعها تقدر تريبريزونتيها بديفيرون مانيير. peinture ou plus que تعرف حاجات اكثر plus que
تقدر تكسبريمي بوكو C'est ça. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. وهكذا الارتيست اون بليس يليق الارتيست يتوشي كلش باسكو الفن هذا راهو تجربه يليق يسيي النحت يليق يسيي تو سكي دي سا ارتستيك باش يزيد يتعلم ويزيد يديكوفري باسكو الواحد ماذا به يزيد يطلع سيرتو في الارت دركا كل خطره رانا نشوفوا حاجه جديده كل خطره رانا تخرج حاجه جديده كل خطره برودوي جديد الارتيست s'il vous plaît, si vous تعلموا كلش. Oui, c'est sûr. Ben justement, vous avez eu l'occasion de sortir à l'extérieur, de voir d'autres jeunes, tout comme vous, des artistes, vous partagez la même trajectoire, c'est-à-dire vous vous exprimez à travers l'art. Et vous participez à chaque occasion, que ce soit les dates anniversaires, 5 juillet, vous étiez à l'extérieur, dans la rue, vous peignez, c'est cela? Oui, exactement. On fait des peintures. Par rapport au sujet, l'événement هذاك, donc par exemple 1er novembre, 5 juillet. كيما par exemple حكيت لي التجارة البينية تاع الافريك ثاني كان ايفينمون مانيفيك كان مانيفيك بزاف حتى لي سوجي كانوا هايلين خدينا لا ليبرتي في الخدمه كانت العمل كانت فيه روح الجماعه صافي دير فاتت مانيفيك سكي بيان بهاد لي زيفينمون سي كو l'art تاعك ما يكونش في ان غاليري اللي يكون سيبلي كاتيجوري سبيسيال من السوسيتي فوالا تلاقي tous les catégories. Même si ce n'est pas la personne qui va vers l'art, c'est l'art qui va vers la population. Voilà, exactement. Toutes catégories confondues. Même genre les gens qui font réagir à l'art تاعك. Je trouve plusieurs exemples. Quand des fois j'ai fait des choses في الطابلو تاعي أنا ما رماكيهاش. مي يجي بنادم يكون جايز جوغ يمد لك هذيك الغمارك لك موا راني نشوف فيها هذه سا ريبريزونت سا يعطي لك فكره جديده يعطيك اضافه بيان سور يعطي لك ايدي ما تكونش كامل في راسك سا فوز انريشي بيان سور بيان سور وهذاك ستان بليس لينا بالعكس حنا ماذا بينا يجوزوا الناس ويشوفوا واش رانا نقدموا من فن ويشاركونا الافكار تاعهم هذاك ستان بليس لينا بالعكس سي كلير رانا نشوفوا 3 tableaux vous nous avez ramené 3 tableaux alors on va commencer par lequel Quand tu veux. Le plus grand, le bleu, c'est un personnage. Bien sûr, un personnage اللي هو فينيس فانكوخ. فينيس فانكوخ غنية عن تعريف إنسان عاش إستوار بزاف حزينة. سيت نجسد العمل تاعو وطونك هو ديجا اللي بدا العمل الانطباعي هذا اول واحد بدا حاولت انه كانت اول تجربه ليا ما كنتش صافي درت ننقل هكذا لي بيرسوناج كنت توجور نحب ندير لاتوش تاعي الخطره هذه قلت تيان خليني هو سي لو بوينتياج سي سلا بيان سور قلت تيان خليني نبدل شويه نسي حاجه جديده. Voilà, c'est en tout cas très coloré, très beau. Il attire le regard. Bien sûr, exactement. هكذا حبيت نخرج شويه على المألوف. Voilà, نخرج على المألوف. Le deuxième par exemple. Voilà, le deuxième que je ne vois pas. Deux tableaux. Bon, هادو genre partie d'une collection اللي نخدم فيها, c'est les relations humaines. Donc j'ai essayé de représenter les différents types les relations humaines, l'amitié, genre plusieurs, même les relations humaines avec les animaux par exemple, un tableau, ma touche. Donc, si on exprime, si on trouve les relations humaines, on représente dans les tableaux. Le titre c'est Motherhood, au moment, donc genre تشوف فيه باللي كاين مامون يافت البيبي تاعها افيك دي فلور اي لا مامون راهي في السونتر تاع الطابلو هذاك جو وهذاك البيبي راهو جو رايح فيغ لا مامون فوالا ميم لي كولور كلش راهو يدور على لا مامون هذيك اللي راهي شاده البيبي باسكو ان سنتيمون بارتيكولي فوالا اكزاكتومون باسكو بارابور البيبي هذاك لا مامون هي كلش جو السونتر دو لونيفير ميم كي تشوفيها جو كوم سي ان سوليل في مع لي زوتر بلانيت فوالا في السونتر تاعها. اي لوتر طابلو ريبريزونتي التربيه كيفاش لونفون يكبر مع هذاك الكونفلي انتر لو مال اي لو بيان
D'accord. Donc voilà. C'est important, ça c'est pour notre invité. Voilà, oui, bien sûr. C'est typique. Bien sûr, عجبني الموضوع تاعو باسكو انا مانيش شخص فيمار وضد لا فيمي وضد toute addiction. بيان سور بيان سور الحمد لله. انا شخص يمشي مع الهيلثي فود مع الصحه مع انه ربي سبحانه وتعالى وتعالى بيان سور ربي سبحانه وتعالى صحه يليق نستحفظوا عليها وحتى كي نروحوا عنده نروحوا باقل ضرر. عجبني بزاف واش كان يقول والله. Et bien justement, il faudrait avoir des exemples des jeunes, l'association qui donne des exemples aussi à d'autres jeunes, qui leur insufflent l'envie de faire de la peinture, l'envie de faire du sport, l'envie de faire beaucoup d'activités. Bien sûr. ومنها أنا شخصيا. La oisiveté. أنا شخصيا الديسا والفن هذا بعدني لكاع الآفات الاجتماعية وبالعكس نحسه رباني. خرج مني شخص الحمد لله متزن وعارف واش راني ندير. Ça fait plaisir, tant mieux, tant mieux. Alors c'est des expositions, des expériences que vous faites avec bien sûr d'autres jeunes, d'autres expositions, mis à part aussi des expositions dans la rue. Oui, bien sûr. Bon, avant, au début, quand on faisait des expositions au niveau des universités, avec des autres clubs, clubs universitaires, comme les universités à Alger, je pense, du Stalium. Il y a aussi des galeries, il y a des ambassades, des maisons de culture, culturelles. Partir un petit peu sur le territoire national, en dehors d'Alger. Pas trop. جات لوكازيون مي وقعت فيها شي ظروف اللي ما خلاتني نمشيو. ان شاء الله ان شاء الله مي لقدام ان شاء الله راه مديسيدين ان شاء الله نديروا حاجه نقله نوعيه في مي دوكا جو مع التكنولوجي تو جو تقدري توصلي لي الميساج تاعك فوالا كيما باغ اكزومبل كيما قال في الفتره تاع كورونا شاركنا بزاف في الافتراضي بيان سور انا شاركت في مصر في ليبيا في العراق شاركنا هكذا وجازت هايله. Très bien. Eh bien, on va peut-être terminer avec vous, Monsieur Diflah, pour parler un petit peu de ce programme. On termine avec le programme. Il y a trois appels. Il y a un appel pour les jeunes, un appel pour les élus de la commune et un appel pour les associations. C'est bien. Je l'ai préparé parce que c'est vraiment le plus important. Pour l'appel les jeunes, c'est-à-dire les jeunes, les consommateurs, soit des filles, soit des jeunes. Mais parce qu'il y a une nouvelle loi, 2503, contre la drogue, qui combine prévention, soins et la répression, c'est-à-dire les vendeurs. Parce que là, des fois, les jeunes, ولا اللي في يخافوا يروحوا ولا يخافوا لي بارون تاعهم ثاني كي باغ اكزومبل دينونسي يخافوا دونك ما يخافوش لا لوا 2503 elle couvre parce que la loi هذه elle reconnaît la toxicomanie comme patient et prévoit comme un patient elle prévoit prise en charge médicale spécialisée avec suivi psychologique et insertion sociale. Donc vous voyez la loi elle protège le consommateur. Programme de prévention dans les écoles et campagne de sensibilisation. Donc je demande à ces jeunes de se présenter. C'est un message clair, la priorité est d'être aidé et protégé, pas puni. C'est ça. Donc si tu consommes, présente-toi à la polyclinique Sidi Mohamed Bouchnafa, c'est un centre de dépistage. Le numéro de téléphone, c'est 06 57 32 51. Il y a une équipe professionnelle qui t'accompagne en toute discrétion. Très bien. Eh bien, de protéger ta santé aujourd'hui, c'est-à-dire pour le jeune et pour les filles. Protéger ta santé d'aujourd'hui, c'est protéger ton avenir de demain. C'est très bien. En tout cas, nous, on a vu que l'association existe. Vous êtes sur les réseaux sociaux, l'association Saout Chabab. Vous êtes toujours disponible pour répondre aux questions donc, des jeunes. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'émission parce que nous avons un duplex aussi. Merci beaucoup les jeunes. Vous souhaite bonne chance pour vos activités, pour votre art. Et puis j'espère que vous allez revenir dans d'autres occasions pour nous parler donc, de votre passion. Merci beaucoup, M. Diflah. À très bientôt. On va aller du côté de Timimoun. Comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, retrouver notre journaliste Mounia Gharbi qui est en ce moment même à Timimoun pour le Festival international du court-métrage. Je vous dis à tout à l'heure.
Merci. Mounia, bonjour, c'est à vous. Bonjour Alger, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ici à partir de l'Oasis Rouge Timimoun qui nous accueille et accueille bien sûr le premier festival international du court-métrage. Nous sommes également dans un lieu somptueux, magnifique qui nous accueille et nous permet de placer notre plateau au sein de son établissement Dar Jnen Melek pour parler cinéma et court-métrage. Et nous avons ce matin parmi nous le directeur artistique Faisal Sahbi. Bonjour Faisal. Bonjour Mounia. Ça va? Très bien, très bien. Vous avez fait un somptueux festival, le premier, inédit. Oui, ben, c'était historique par définition, puisque c'est la première édition dans une région qui nous est chère, le désert algérien, le Sahara algérien. Et au 5e jour de ce festival, juste avant la clôture, avec des films qui passent, des débats qui se déroulent, des masterclass organisées, les salles sont pleines. Pour une première en Algérie, des projections ont lieu en plein air, dans des salles immenses en plein air. C'est 4000 personnes qui regardent le même film, qui ont les mêmes soupirs, les mêmes rires, les mêmes éclats de rire et les éclats dans les yeux. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Nous avons également parmi nous Faisal, un jeune réalisateur, Yoro Mbaye, un Sénégalais. Il faut savoir que l'invité d'honneur de ce festival, bien sûr, c'est le Sénégal. Bonjour Yoro. Bonjour, bonjour Alger. Alors, oui. Je vais très bien. J'espère que voilà, donc tout le monde comprend que comme je l'ai dit depuis le début, je suis ravi d'être là dans ce désert éclatant. Pour moi, je suis très ravi d'être ici et d'accompagner mes compatriotes qui sont ici. Je peux dire accompagner, mais en même temps, être là où mon pays cher, qui est le Sénégal, est invité d'honneur. Et je présente un film qui est mon court-métrage en compétition officielle en fiction. Et voilà, donc, et faire partie aussi de cette première génération donc de ce festival qui est la première édition. Donc l'histoire sera écrite avec nous, quoi. Il y a énormément de similitudes, hein. Vous le disiez déjà, bien sûr, dans d'autres sonores. La télévision algérienne a toujours été, bien sûr, partenaire de ce genre de festival. Nous sommes là aujourd'hui. L'ensemble des chaînes sont là pour couvrir l'événement. En tout cas, merci à vous. Merci au commissariat, merci aux organisateurs. Ça a été magnifique. Et on continue de masser la clôture. Mais avant cela, Faisal, on va regarder, bien sûr, l'ouverture somptueuse. On a eu plein d'étoiles dans les yeux. On regarde. سيداتي سادتي الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع أصدقاء السينما الأعزاء ناس تيميمون. شكرا لحضوركم معنا في هذه السهرة. مرحبا بكم. من هنا من تيميمون من أرض الأفق المفتوح نقول للعالم إن الجزائر لا تحتفي بالسينما بحسب، بل تحتفي بالإنسان الإفريقي بصوته بكرامته وبقدرته على أن يحلم رغم الألم وأن يخلق الجمال من قلب الصحراء. أعلن من هذا المنبر عن الافتتاح الرسمي لمهرجان تيميمون للفيلم القصير في طبعته الأولى. عاشت تيميمون، عاشت الجزائر. Nous ressentons un indicible plaisir et un grand honneur à représenter le Sénégal pour célébrer ensemble une tradition de fraternité, d'amitié et de coopération qui lie indiscutablement l'Algérie et le pays de la Teranga, le Sénégal. يدفعنا لنرتقي، يدفعنا لنتفائل، أن نملك الجرأة ونتعدى مفاهيم لقنت أو وردت، أن نتطور، أن نشعر، أن نحلم، أن نبكي، أن نفرح، أن نتقبل. We love what we have, because if we don't, everything will be gone.
Bathanda ukutsho ukuthi ndingowasendle ndindlongondlongo. أسيدي عمار أسيدي عمار لا إله إلا الله أسيدي عمار. Alors voilà l'ouverture. Maintenant, on va passer aux questions avec Faisal Sahbi. On a 31 pays participants, c'est cela? C'est ça, dans 23 pays africains. Pour la première édition, nous avons choisi, nous avons émis ce souhait que la première édition soit totalement africaine, orientée vers ce continent qui nous est cher, l'Afrique, auquel nous appartenons. L'Algérie est le plus grand pays africain. Et donc c'était un petit peu normal que cette première édition célèbre le cinéma africain, le jeune cinéma africain, le court-métrage africain. Nous avons été surpris de recevoir énormément de films et de candidatures, des milliers vraiment. Justement, des milliers, le nombre exact, le chiffre exact. C'était 2733. Nous avons ouvert l'appel au film le 21 juin et au 21 août, nous avons eu 2733 films. Et la tâche de la commission de sélection, le comité de sélection présidé par le réalisateur algérien N'Jad a été, j'imagine, très, très dur. Mais ils ont eu cette chance de voir ce paysage, cette mosaïque du cinéma en Afrique. Ils ont sélectionné 47 films qui participent aux 3 sections différentes, 3 sections aux 3 compétitions de ce festival. Le court-métrage de fiction avec 19 films participants d'une douzaine de pays africains, plutôt que 13, 13 films documentaires et une quinzaine de films algériens dans ce qu'on appelle la compétition nationale. La compétition nationale, effectivement. Donc on a des courts-métrages de plusieurs pays africains, donc le festival est africain, carrément. C'est ça. Voilà. Et dites-moi, par rapport au court-métrage, quel est le pays qui a proposé le plus de courts-métrages? Il y a des ténors en Afrique et des industries dominantes un petit peu en Afrique, des industries cinématographiques dominantes en Afrique. Et ça n'a pas été étonnant de recevoir beaucoup de candidatures de l'Égypte, par exemple, du Sénégal et du Nigeria. Donc ces 3 cinémas se sont distingués un petit peu en nombre d'abord. Et on verra après dans le palmarès si ça se reflète un petit peu aussi dans le palmarès. Bien sûr, l'Algérie reste le pays le plus représenté, puisque à peu près 40% de la proposition est algérienne. 4 films en compétition internationale, puisqu'il faut préciser que là, pour la compétition nationale, l'internationale, on a souhaité que ça soit des avant-premières algériennes. Donc tous les films qui participent en compétition internationale, ce sont des avant-premières algériennes, mais nous n'avons pas écarté tout le reste, c'est-à-dire les 15 films qui participent en compétition nationale, ce sont des films, des courts-métrages qui ont déjà fait le tour des festivals, des qui ont déjà été primés aussi. Oui, primés dans d'autres lieux, dans d'autres villes, d'autres événements d'Algérie. Et on les a gardés aussi avec Timimon pour que tout le monde puisse bénéficier de cette plateforme et cette vitrine qui est maintenant Timimon. Très bien. Alors on parlait justement de court-métrage. Yolombay en a proposé un dans la compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, ce format vous intéresse toujours? Est-ce que vous pensez passer au long-métrage ou rester dans les courts-métrages, Yolo? Oui, effectivement, je propose un film qui est un court-métrage en compétition qui s'appelle Les Wahoul. Donc, oui, le court-métrage, il est très, très important pour moi. C'est l'école. Pour moi, c'est la base pour tout cinéaste aujourd'hui qui aspire à être un grand réalisateur ou un réalisateur qui souhaite faire des longs métrages, parce que c'est le point de passage qui est le plus important pour moi en fait. On l'appelle, moi je suis pas d'accord. Donc c'est un passage obligatoire. Exactement, pour moi, je suis pas d'accord le fait que les gens disent mais oui c'est un exercice. Non, c'est un travail à part entière. Donc c'est une partie importante comme l'adolescence, donc dans la vie humaine d'une personne. Donc c'est à partir de l'adolescence qu'on peut forger donc son adulte, donc pour pouvoir être la personne et la personnalité qu'on souhaite devenir dans le futur. Et le court-métrage représente ça dans la carrière d'un réalisateur. Dans mon cas, ça c'est mon 5e court-métrage. 5e court-métrage, effectivement. Vous avez fait aussi Journée Noire, Gadaï, Clan d'Ambi et Famala. Ouais.
Et le dernier? Les Swahol. Les Swahol. Exactement. Voilà, c'est pas évident pour moi de le prononcer. Non, mais vous l'avez bien prononcé. Évident, oui. Voilà, donc dans ces 5 courts-métrages, j'ai essayé quand même d'explorer pas mal de formats, le format documentaire et le format fiction. Donc Famara dont vous parlez, c'est un documentaire qui a été fait, et d'autres Clan Lobby, c'est un film collectif que j'ai fait. Dans le cadre d'un atelier avec le centre Yenenga Alain Gomis, et voilà, donc les autres, c'est un peu des créations individuelles. Pour moi, c'est intéressant toujours dans le court-métrage, même d'explorer la création collective. Parce que le cinéma, c'est une affaire collective pour moi. Et ça, c'est intéressant. Le festival aujourd'hui, le concrétise, le montre, parce que ce n'est pas le travail, à mon avis, d'une seule personne. C'est le travail d'une équipe. C'est pourquoi nous tous, on se sent très bien accueillis, on se sent très bien, l'organisation elle est parfaite, l'ouverture elle était magnifique, donc on se dit mais waouh, l'équipe pour une première édition c'est voilà quoi, on peut dire mais voilà, donc il y a des festivals on ne s'attendait pas à ça en fait. Exactement, on ne s'attendait pas à ça. Donc, alors Yolo, une autre question, vous avez fait les 3 continents, vous avez fait bien sûr l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, vous avez été primé un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui les films et les courts-métrages ou alors longs-métrages africains ont leur place dans les festivals internationaux, à votre avis? Ok, je fais juste une petite correction. Le film a fait les 5 continents. Donc les 5 il a fait les 5 continents. Et pourtant, quand on a fait le point, vous m'avez dit l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. J'ai dit aussi, ça a été primé dans les 3 continents. Primé dans les 3 continents, c'est différent de sortir dans les... C'est encore mieux. Exactement. Oui, on a fait notre première en Belgique au Festival de Namur et depuis lors, voilà, donc... Mais est-ce qu'aujourd'hui, les films africains ont leur place dans les festivals internationaux? Exactement, j'en viens, c'est... En fait, on peut dire qu'il y a une place, mais on doit faire mieux. On doit faire mieux, c'est-à-dire ce n'est pas de se battre pour avoir une place dans les gros festivals européens ou dans les gros festivals asiatiques ou, je ne sais pas, Moyen-Orient. On doit se battre pour avoir des gros festivals qui ont une représentativité africaine. Et ça, en fait, c'est ça qui fait que cette influence va percer les frontières internationales. Donc, oui, c'est bien beau de faire parce que nous, en tant qu'auteurs, on s'adresse d'abord à nous-mêmes. Donc, raison de plus qu'on ait des festivals forts, puissants en Afrique, pour ensuite aller... Pour pouvoir s'imposer à l'international. Exactement, voilà. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, voilà, donc, il y a une place, mais des initiatives comme Timimoun, s'il y en a beaucoup, et que celui-ci, ce festival devient de plus en plus puissant, comme il a débuté, je pense qu'on n'aura plus à se dire est-ce qu'on a besoin que ces films aient des places au niveau international? Oui, effectivement. La meilleure reconnaissance pour moi, c'est les reconnaissances locales. Voilà. D'abord, commencer par le local pour passer à l'international. Nous sommes d'accord. Alors, Faisal Sahbi, on parlait de l'invité d'honneur, encore une fois, le Sénégal. Nous avons bien sûr eu une journée spéciale, enfin une partie spéciale du programme qui est Focus Sénégal. On va regarder tout de suite le teaser préparé par votre équipe, par vos soins, et on revient juste après. Si vous rester discrète, j'ai peut-être une solution. Donc voilà, c'était le teaser, bien sûr, Focus invité d'honneur, le Sénégal. Il y a eu plusieurs projections, nous en avons eu 5. Voilà, Faisal Sahbi, c'était une sélection ou alors comment ça s'est fait par rapport à ça, la sélection? C'était le Sénégal qui... C'est une forme de partenariat. En fait, on a donné, dans le cadre de la programmation, on a eu 2 cartes blanches, l'une algérienne et l'autre sénégalaise. Bien sûr. La première, on l'a confiée à Abdelnour Zahzer pour choisir 5 courts-métrages iconiques, des 5 métrages qui ont marqué à son sens l'histoire du cinéma algérien. Et pareil, on a fait pareil avec le cinéma sénégalais. Donc j'ai demandé à mon ami Germain Colli, le directeur du centre du cinéma, de la cinématographie au Sénégal, de choisir 5 courts-métrages et de les exposer et surtout de dire pourquoi ils sont importants pour lui, pour son centre. Il l'a fait de manière
enfin de très, très belle manière avec son équipe, parce qu'il faut rappeler que la délégation sénégalaise est présente, elle est représentée par le directeur du centre du cinéma, mais aussi par plusieurs réalisateurs, plusieurs journalistes. Il y a une dizaine de frères sénégalais présents parmi nous ici à Timimou. Et pas que, hein, pas que Oui. sénégalais, hein, de pratiquement l'ensemble des pays du continent africain. Hein. Ouais. On a eu énormément de journalistes présents à cet événement et c'est une fierté pour nous. J'espère qu'ils ont aimé, comme nous on a aimé en tout cas ce festival. Alors Faisal Sahbi, pour terminer, on aura un prochain festival l'année prochaine encore plus éclatant, encore plus grand avec d'autres courts-métrages. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Ce que je vous souhaite. Oui, c'est de... En fait, on essaye que l'objet, le projet de ce festival, c'est qu'il commence petit, qu'il grandit de manière stable et surtout qu'il demeure, qu'il reste et qu'il soit dorénavant une partie de cette région magnifique et non pas invité ou délocalisé, un festival délocalisé dans cette ville. Donc il faut rester là, il faut insister. Bien sûr. Avoir plus d'infrastructures, bien sûr. Exactement. Avoir plus de moyens encore. C'est ça. Encore et encore, il faut. Oui, à l'image du festival de Clermont-Ferrand, par exemple. Hein, être à la hauteur. C'est le projet. Le projet, dans une vision de 3 ans, c'est que nous nous installons dans le top 3 des festivals africains du court-métrage. Inch'Allah, je l'espère. Yorombaï, un dernier mot, j'espère que vous allez remporter un prix dans la compétition. Moi, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite. Un dernier mot. Je vous remercie pour cette invitation. Et surtout, je remercie également Faisal qui est à la tête de la direction artistique du festival. Et d'avoir surtout invité mon pays d'honneur qui est le Sénégal. Donc on voit une belle représentation ici au Sénégal à travers la personne du directeur de la cinématographie, Germain Colli, ainsi que son secrétaire permanent, qui est Alunkewa Badiane, qui gère le FOPICA, ainsi que tous les autres réalisateurs qui sont ici, les journalistes et les membres du jury qui sont là. Vraiment, donc on a cette belle collaboration. J'espère que et je souhaite que ça aboutisse à une collaboration concrète à travers des accords de coproduction pour que nous, cinéastes, aujourd'hui, qu'on ne retrouve plus comme frontière entre Sénégal et Algérie, qu'on puisse travailler provoquer d'autres rencontres encore parce que plus moi, en tant que réalisateur, je regarde ces paysages, j'ai juste envie que, comme donne la possibilité de venir tourner ici. Justement, vous allez sortir sur Exactement. Là, actuellement, juste après le plateau, vous allez sortir, vous allez prendre la voiture, vous allez tourner. Il insiste depuis tout à l'heure. Oui, Sahbi. Nous signons cet après-midi une convention de partenariat entre le Festival de Timimoun et le Festival Dakar Court. Voilà, pour une première édition, pour permettre un meilleur échange, une meilleure coopération dans le futur. Eh bien, on a une information en exclusivité grâce à Faisal Sahbi. Merci messieurs, merci infiniment. Merci à vous. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres projections. Bien sûr, le festival continue. Alors, on continue avec un deuxième plateau et d'autres invités pour parler encore une fois du premier festival international du court-métrage, juste après ça. Nous poursuivons notre émission, bien sûr, avec d'autres invités. Et cette fois-ci, nous avons parmi nous, bien sûr, un invité d'honneur qui a été invité par le commissariat du festival de Timimoun, du court-métrage, le premier, bien sûr, dans la ville de Timimoun, qui nous accueille, monsieur, le réalisateur et cinéaste, monsieur Amar Tribèche. Bonjour. Bonjour, Mounia. Ça va? Alhamdoulilah. Vous avez eu le temps de regarder les films, les courts-métrages? Oui, c'est tellement... C'est riche, on ne peut pas tout voir finalement. Le programme est chargé. Hein. Il est très très chargé. Oui. Et il faut voir ce qu'on peut voir, quoi. On va en parler tout de suite, là. Il y a un programme, donc on choisit. Voilà. On est obligé. On est obligé. Oui. En tout cas, nous, en tant que journalistes, ça a été très compliqué. On a essayé de s'organiser pour essayer de tout couvrir. Oui, je pas me évident. vois au four et au moulin. À chaque fois que je me vois, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Nous avons également parmi nous un responsable dans le commissariat. Il est responsable des ateliers, pas n'importe quel atelier. Nous avons avec nous Hakim Traïdia, réalisateur et scénariste en même temps, mais spécialiste, on va dire, dans le domaine des enfants. Oui. On va le dire comme ça. Spécialiste, oui. Bon, oui, il faut le dire. Depuis des années déjà. Hein. Oui, depuis... pratiquement toute votre carrière.
depuis que j'étais enfant. Voilà, je le suis toujours. Tout simplement. Tout simplement. Alors, Hakim Traidia, il y a des ateliers qui ont été organisés dans le festival. Vous êtes en charge de quel atelier exactement? Moi, je suis en charge de l'atelier pour enfants, qui consiste à faire prendre des enfants de Timimoun, bien évidemment, et avec eux, créer une histoire, écrire un scénario et faire un film ensemble, les initier au cinéma, pas pour qu'ils deviennent réalisateurs, mais s'ils le deviennent, c'est bien aussi, ou acteurs, mais c'est aussi pour les épanouir, pour les ouvrir, parce que c'est un domaine qui permet, j'ai vu, moi j'ai une école de cinéma en Hollande pour enfants, et j'ai vu que les enfants qui ont une approche dans n'importe quel domaine culturel, et surtout particulièrement le cinéma qui regroupe toutes les disciplines. Dans le cinéma, il y a le théâtre, il y a l'écriture, il y a la musique, il y a tout. Il y a le dessin, bien sûr. Oui, et ça les épanouit. L'ensemble des arts. Et j'ai vu que les enfants ici, ils sont vraiment, je le dis sincèrement, ils sont ouverts. Hier, on a tourné en une journée, déjà on a tourné presque la moitié du film. On va voir tout à l'heure des images d'ailleurs de ce film-là. Oui. Et vous avez avec vous Rim. Rim Takoucht, oui. Rim, elle m'a dit oui depuis le début. Je lui ai demandé, et elle est venue, elle était complètement impliquée. Elle a accepté systématiquement. Elle a aussi coaché les enfants. Oui. Rim, elle a une présence magique, et elle joue d'abord aussi une magicienne dans l'histoire. Et il y aura d'autres acteurs, Fethi Nouri, Souha, et peut-être Ammar aussi, peut-être. Ammar va nous donner son avis justement par rapport à la compétition nationale. Mais avant cela, nous allons regarder les images, le teaser préparé par le national pour avoir un avant-goût, enfin ce qu'on a pu voir nous essentiellement ici dans ce festival. Votre avis à vous, Ammar Tribesh, en tant que technicien spécialiste, bien sûr, vous avez fait énormément de films et de documentaires aussi. Bon, je ne vais pas être à la place des jurys. Hein. Oui, j'espère que ça ne va pas influencer les jurys. Oui. Mais les films algériens m'ont beaucoup plu. Je pense que c'est pas pour jeter la pierre, mais franchement, nos jeunes ont beaucoup évolué et ils font vraiment la différence, même avec le cinéma international. Moi, j'ai été beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est peut-être les thèmes qui m'interpellent aussi, mais je pense que les thèmes sont les mêmes un petit peu. Hein. J'ai vu que, surtout avec nos frères... On reste dans la société, bien sûr. Oui, surtout avec nos frères africains, c'est à peu près les mêmes soucis qu'ils mettent dans leurs films, les mêmes soucis que les Algériens, les mêmes problématiques. Donc, c'est un peu... C'est la femme, voilà, c'est la condition de la femme, c'est la vie dure de certaines... La vie difficile des Africains, oui. Des Africains aussi.
Mais franchement, techniquement, les films nationaux m'ont beaucoup plu. Et vraiment, il y a des... D'ailleurs, ça m'a vraiment étonné. Et je vais vous dire une chose, moi j'étais jusqu'à être jaloux parce que je me disais, et je me suis posé la question, est-ce que l'envie me prend de faire un court-métrage? Parce que vraiment, le court-métrage c'était un petit peu... Bon, le court-métrage avant c'était surtout un test pour que quelqu'un devienne réalisateur. C'est ça. C'est-à-dire, on le disait tout à l'heure, c'est un passage voilà. Obligatoire quelque part. C'est quelque part pour accéder ou non, parce que on ne peut pas donner beaucoup de moyens à un nouveau réalisateur. Il faut qu'on le juge et tout. Mais chemin faisant, le court-métrage est devenu maintenant un genre à part entière. C'est fini, c'est détaché. Ce sont des films. Même si c'est 1 minute, voilà. C'est un film. Il y a des réalisateurs maintenant, je pense que si on leur propose un long métrage, ils vont pas accepter. Vraiment, c'est ça, sa magie, ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça a ses trucs, son expression un peu particulière. Vous voyez un petit peu. Le court-métrage a son importance. Il a vraiment son importance. Et au niveau de l'émotion, ça touche énormément. Parce que vraiment, c'est plein, c'est rempli, le message est direct. On voit tout de suite ce que veut nous transmettre le réalisateur. Comme message. Voilà, comme message. Il faut être bref, hein. C'est une durée, c'est un format. On est là pour ça. Hakim Traïdia, à votre avis? Moi, je pense que si on peut faire un bon cours, on peut que exceller dans l'élan, parce que déjà raconter une histoire dans un temps réduit et la raconter bien, je pense que c'est un bon test. C'est comme les publicités ou les trucs de 30 secondes ou 1 minute. Il y a d'ailleurs des festivals aussi d'1 minute, cinéma d'1 minute. Si on peut raconter, d'ailleurs le scénario, si on peut raconter un scénario en 2 lignes, c'est qu'il est bien. Si on ne peut pas le raconter en 2 phrases, c'est qu'il n'est pas bien. Donc c'est ça. On l'a raté, c'est qu'on l'a raté. Alors Hakim Traïdia, on continue toujours avec vous et on va parler justement du film que vous êtes en train de réaliser avec les enfants de Timmy Moon. Vous les avez placés derrière la caméra, devant la caméra. Ils sont en train de faire quoi exactement? Ils jouent, ils font la caméra, ils écrivent, ils font le montage. Ils écrivent en arabe, ils participent à l'écriture du scénario? Oui, ils ont écrit en arabe. Je leur ai demandé d'écrire justement en 2 phrases. Scénario? Oui, l'idée en 2 lignes. Si elle est bien, on continue. Et on a trouvé cette histoire-là qu'on raconte maintenant. On va regarder un peu l'histoire, les extraits que vous m'avez... que j'ai en exclusivité, qui vont être diffusés lors de la clôture. Oui, voilà, avec éventuellement, bien sûr, une chanson que vous avez préparée, réalisée. Alors, on va regarder un extrait, on revient juste après. Voilà, donc ce sont des extraits magnifiques, on peut le dire. Hein. C'est un travail de fourmi avec les enfants. C'est pas évident de travailler avec les enfants. Hein. C'est pas évident. Enfin, c'est une question de confiance mutuelle des 2 côtés. Un enfant, il faut l'impliquer vraiment. Il faut pas parler de lui, il faut parler avec lui. C'est ce que. Et moi, j'essaie d'être cet enfant-là que j'étais, que je suis, et dont Saint-Exupéry parle dans Le Petit Prince. Beaucoup d'adultes oublient qu'ils étaient enfants. C'est le meilleur hommage à l'enfance. C'est un livre qui interpelle pas seulement les enfants, mais les adultes, que Ammar a dû lire plusieurs fois. Et aussi Ammar aussi, c'est un enfant aussi, quand il sourit surtout. Donc les enfants, ils sont avec moi pleinement, et c'est comme si on se connaît depuis très longtemps. Alors donnez-nous la tranche d'âge, et vous avez combien d'enfants là actuellement? On a 15 enfants, la tranche d'âge c'est entre 8 et 12 ans. On a Abdelrahman, le rôle principal. Il y a des filles?
Oui, bien sûr, il y a des filles. Il y a une, deux, il y a Hafida, il y a Dersa, il y a Afnan, c'est un beau nom d'ailleurs, Afnan. Afnan, Oui. d'accord. A... Donc, en tout et pour tout, il y a combien d'enfants? Il y a 15 enfants. 15 enfants. Il y a certains qui sont venus. Il y a Karim qui est d'Alger, qui est venu avec sa maman, qui sont cinéphiles tous les deux. D'accord. Et il était tellement curieux. Et il m'a dit, est-ce que je peux participer? Et je l'ai fait participer. Et lui, il est du Nord complètement. Et eux, ils vont jouer avec... Maintenant, il est avec les enfants de Timimoun. Oui, il joue un frère d'un autre enfant de Timimoun. Et lui, il est d'Alger, mais ils se ressemblent. Très bien. Donc, ce qui est bien, les enfants sont universels. Les enfants sont... Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Les enfants sont nos enfants, tous les enfants du monde. Nous sommes d'accord. Alors, on n'a que 30 minutes, malheureusement, bien sûr. On doit rendre l'antenne à Alger. Mais avant cela, à Martribesh, ce festival, le programme? Ce festival est, grâce à des gens comme le commissaire du festival, M. Zinou Arkhab, et grâce à l'aide de la ministre de la Culture, Mme Melika Bendouda, oui. Il y a vraiment un souci vraiment de marquer ce festival, cette première édition, parce que premièrement, elle se passe à Timimoun, c'est-à-dire qu'on sort pour une fois des grandes villes, ce n'est pas à Oran, ce n'est pas à Alger, ce n'est pas à Tizi Ouzou, ce n'est pas à Annaba, mais là, c'est carrément dans ce décor féerique c'est un décor à ciel ouvert. Donc là, je remercie tout ce bon monde là qui a participé, et l'organisation au niveau, par exemple, de l'hébergement, au niveau des transports, au niveau du respect des horaires de projection, mais c'est incroyable. Tout a été respecté. C'est du papier à musique, franchement. Je suis là pour en témoigner. Voilà, tout a été respecté. Je vous vois, je vous vois ça entrer, sortir, me filmer. Vous êtes de tous les. Mais franchement, c'est magnifique. Et tout le monde, et surtout à retenir l'ouverture, qui était carrément grandiose. Ah oui. Et pas seulement l'ouverture, il y a aussi chaque soir, c'est plein. Non, c'est plein, oui. Le théâtre de verdure de la ville de Timimoun est plein. Voilà, et avec ce beau public de Timimoun, et qui interagit avec les projections tout le temps, vraiment, on voit tout de suite l'impact des films sur eux, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On s'amuse. C'est magnifique, on est d'accord. Merci. Un dernier mot, monsieur Hakim Taidia. Moi, je suis venu à Timimoun pour la première fois, et je découvre un monde que je ne connais pas du tout, et ça ne va pas être la dernière fois. J'ai mangé chez des locaux ici, chez Majid, et c'était magnifique. Et le festival ne peut que réussir, parce que ce décor-là, c'est un décor de cinéma. C'est vraiment un décor de cinéma, et je pense que Timimoun, il faut penser pour créer un décor de cinéma ici en Algérie, à Timimoun. Boussaïda aussi, c'est très beau, mais ici, je ne sais pas, j'aime beaucoup. Et j'espère que... L'Oasis Rouge. Hein. J'espère que ça réussira. Il y a la ville de cinéma qui a été inaugurée par Madame la ministre. Oui. Donc ça va être le Hollywood algérien. Inch'Allah, on l'espère, Inch'Allah. Donc messieurs, merci infiniment. Merci pour votre collaboration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois. Donc voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt, à très vite, Inch'Allah, pour d'autres émissions, à partir d'ailleurs, on ne sait pas. En tout cas, je remercie infiniment, bien sûr, toute l'équipe de la station de Béchal qui est parmi nous, la régie mobile. Merci à tout le monde, à l'ensemble de l'effectif qui a participé avec nous à l'élaboration, bien sûr, de ce duplex, aux caméramans qui sont partout avec nous, tes monteurs. Nous remercions également, bien sûr, Jnan Melek, qui nous a accueillis pour cette matinée ici. Et je vous dis à très bientôt. À vous l'antenne, Alger.
Merci beaucoup Mounia, merci en tout cas pour ce beau plateau avec bien sûr un décor naturel et j'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah, avec vous Mounia Gharbi. Eh bien en ce moment, au même moment où je vous parle, il y a donc une campagne officielle, donc la campagne qui va débuter, la campagne de dépistage du cancer de la prostate Novembre Bleu, vous le savez, à partir donc d'aujourd'hui de Tizi Ouzou. C'est une campagne initiée conjointement avec la télévision algérienne et aussi le ministère de la Santé. Donc ça sera le coup d'envoi qui sera donné au niveau de la placette de l'hôtel de ville de Tizi Ouzou, ne ratez pas. Voilà, c'est l'occasion de se faire dépister. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis, excellente journée à vous. On continue avec nos programmes sur Canal Algérie, on se donne rendez-vous bien sûr demain et toute la semaine avec les stations régionales donc de nos chaînes de télévision. Demain c'est Constantine et puis on se dit à très bientôt. Merci à toute l'équipe, au revoir.